Économie le max sur i24 News. Soyez les bienvenus au sommaire aujourd'hui. Semaine décisive pour l'avenir de la Grèce et peut-être aussi de toute la zone euro. Hier, les négociations à Bruxelles n'ont une fois de plus rien donné. Que se passera-t-il si Athènes, au bord de la faillite, n'honore pas sa prochaine échéance auprès du FMI dans 15 jours? Tous les détails, tous les scénarios dans un instant. Et puis comme si ces chiffres étaient encourageants, 170 millions d'enfants travaillent aujourd'hui à travers le monde contre 250 millions il y a 15 ans. Mais jusqu'à quel point cette évolution est-elle rassurante? Rien qu'en Inde, ils sont 13 millions et ils n'ont, vous le verrez, tout simplement pas le choix. On revient tout à l'heure sur la journée mondiale consacrée au fléau. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Avant tout cela, l'essentiel de l'actu éco-international en bref et en images. Et on ouvre avec l'ouverture justement de la 51e édition du Salon international de l'aéronautique et de l'espace. Ce lundi, donc, Parc des Expositions au Bourget, le plus grand rendez-vous mondial du secteur. Alors attention, ouverture aux professionnels seulement, ce sera à partir de vendredi pour le grand public. François Hollande, vous le voyez, était présent ce matin pour l'inauguration. Et déjà des commandes, 50 Airbus notamment pour la Saudi Arabian, 8 milliards de dollars, 14 Boeing pour Qatar Airways. Bref, la filière ne connaît pas la crise et il n'y a pas que les géants du secteur qui ont des ambitions. C'est ce qu'entend rappeler le Canadien Bombardier. Nous pensons que nous avons le meilleur avion, le plus optimisé de sa catégorie, aussi bien en termes de performance et qu'en termes économiques. Donc nous pensons que les parts de marché disponibles sont tout à fait substantielles et nous allons travailler à les conquérir dans les prochaines années. C'est une occasion unique et pour nos clients, ce sera l'avion le plus performant en termes de prestations et d'un point de vue économique. Vous allez noter que d'après François Hollande, 10 000 emplois ont été créés l'an dernier par l'industrie aéronautique en France. Il en espère autant d'ici l'an prochain. Et un président très actif, puisqu'hier le patron de l'Elysée était à Bordeaux, la ville du vin et du salon Vinexpo, une année sur deux en alternance avec Hong Kong. C'est le rendez-vous des producteurs, vendeurs, acheteurs, prescripteurs venus du monde entier, 120 pays. Et pour la France, la filière des vins et spiritueux reste hautement stratégique. Deuxième poste d'exportation derrière l'aéronautique, avec 7,6 milliards d'euros en 2013. L'Hexagone qui reste le premier producteur mondial de vin, 523 millions de caisses de 12 bouteilles produites chaque année. Et l'enjeu, c'est de conserver ce leadership, alors où les marchés dits mûrs réduisent leur consommation et où la Chine a aussi son mot à dire. Il n'y a pas beaucoup de domaines où nous sommes en leadership mondial, même si nous avons vocation dans de nombreux domaines à l'être et à le devenir. Et donc là où nous sommes déjà les premiers, restons largement les premiers. C'est le sens de ma visite. La France, elle, a su construire, a su choisir une voie qui récuse à la fois la surtaxe, qui condamne le produit par lui-même, et la promotion sans entrave, qui pourrait encourager les abus. Allusion à la modification de la loi E20. En Europe, toujours une statistique importante, c'est la balance commerciale de la zone euro. Elle affiche pour avril un excédent record de près de 25 milliards d'euros, au-delà des prévisions. Et la bonne santé des exportations se confirme, 174 milliards d'euros en hausse de 9%. Les importations, elles, augmentent plus modestement de 3%, 149 milliards. Malgré tout, l'euro reculait toujours légèrement après ces annonces face au dollar. Sachez aussi que la Banque centrale de Russie abaisse une fois de plus ce lundi son taux directeur, la 4e fois cette année, 11,5% contre 12,5% pour tenter évidemment de soutenir une économie en crise. Et puis un détour par le Ghana, une économie mise à mal ces derniers mois par une crise énergétique persistante qui a entraîné des pertes d'emplois, des protestations massives. Le réseau électrique est vétuste, les coupures sont fréquentes et la demande ne cesse d'augmenter. Mais le président Mahama s'est dit confiant ce week-end, son pays riche en minerais et en pétrole attire les investisseurs. Le secteur énergétique au Ghana est très enthousiasmant. Nous voyons des investisseurs étrangers, pas seulement des sociétés américaines, mais du monde entier qui souhaitent produire de l'électricité chez nous pour alimenter le Ghana, mais aussi pour exporter vers le reste de la région qui souffre, vous le savez, d'un énorme déficit énergétique. Moins 7% ce matin pour la bourse d'Athènes, peu après l'ouverture. Les valeurs bancaires notamment au bord du naufrage. Cette fois, c'est sûr, les marchés craignent un échec des négociations entre Athènes et ses créanciers avec des conséquences catastrophiques, défaut de paiement et peut-être sortie de la zone euro. Hier, les discussions n'ont donc rien donné. Pour Bruxelles, la Grèce doit encore consentir à 2 milliards d'euros de coupes budgétaires par an. Johanna Citruc.
Nouvelle discussion et nouvel échec. Dimanche, Athènes et ses créanciers ont repris les négociations à Bruxelles. Mais après tout juste 45 minutes, les deux parties se séparent. Et si la Grèce se veut plutôt optimiste quant à la signature d'un accord, la zone euro semble plus sceptique. L'excédent commercial et les retraites restent les deux sujets les plus épineux. Il est important d'avoir un plan d'urgence, un plan B, car à partir du 1er juillet, la Grèce entrera dans un état d'urgence en ce qui concerne l'énergie, les salaires des policiers, la médecine, les médicaments et beaucoup d'autres domaines. Je pense que la Commission doit élaborer un plan qui permettrait d'éviter une aggravation de la situation en cas de sortie de la Grèce de la zone euro, en cas de faillite. Une faillite qui peut encore être évitée, à condition que les deux parties réussissent à se mettre d'accord avant la prochaine réunion de l'Eurogroupe, le jeudi 18 juin. Dans ce cas, la Grèce recevrait 7,2 milliards d'euros, la dernière tranche d'aide de son plan de sauvetage. Une somme qui lui permettrait de rembourser le 30 juin 1,6 milliard d'euros de prêts au FMI et ainsi éviter le défaut de paiement. Mais en attendant le dénouement final, les marchés s'inquiètent. Ce lundi, la bourse d'Athènes a ouvert sur une chute de plus de 6%. Paris, Londres et Francfort ont également débuté leur semaine dans le rouge. Et les rencontres de jeudi prochain qui se présentent plus que jamais comme celle de la dernière chance. On retrouve depuis Toulouse le docteur Franck Khalifa. Bonjour. Bonjour David. Vous êtes professeur certifié hors classe d'économie. Alors on s'aperçoit que l'horloge tourne, cette fois il y a urgence et ce sont les marchés financiers maintenant qui sont en train de nous le faire comprendre. Oui, les marchés sont toujours plus irrationnels. Donc, effectivement, vous savez, David, les discussions qui se tenaient depuis samedi à Bruxelles se sont soldées par un nouvel échec, puisqu'aucun accord n'a abouti, et la partie grecque ayant qualifié d'irrationnelle la demande des créanciers, en l'occurrence le FMI et l'UE. Alors, ils disent deux points d'achoppement, comme l'a dit dans votre reportage, Johanna, une réduction des retraites et des salaires et une hausse de la TVA sur l'électricité. Et aussi une demande d'économie budgétaire de 0,5 à 1% du PIB, soit l'équivalent de 2 milliards d'euros par an. Alors, sur l'avenir financier de la Grèce, la balle est désormais dans le camp de l'Eurogroupe, qui doit se réunir ce jeudi, comme vous l'avez signalé. Mais le FMI accentue la pression en disant qu'un accord crédible nécessitera des décisions difficiles sur l'ensemble des parties. Alors, en effet, David, la Grèce doit rembourser au 30 juin 1,6 milliard d'euros au FMI ou se déclarer en défaut de paiement. C'est une situation inédite puisque la Grèce ne pourra se maintenir dans la zone euro, voire dans l'Union économique et monétaire qui exige, comme vous le savez, le respect de critères de convergence, ceux qui sont compromis avec une dette qui correspond à 180% du PIB. Alors donc Jean-Claude Juncker avait prévenu Alexis Tsipras des risques de ce qu'on appelle maintenant un Grexit, une sortie de la Grèce de la zone euro, sauf si, effectivement, la Grèce arrive à se mettre d'accord à temps avec ses créanciers, auquel cas elle recevra cette tranche de 7,2 milliards d'euros pour rembourser le FMI, payer ses fonctionnaires, etc. C'est un nouveau sursis jusqu'à une prochaine échéance. Deuxième cas, deuxième hypothèse, un transfert de la dette, ça n'a pas été signalé, détenue par la BCE, sur des fonds de soutien tels que le mécanisme européen de stabilité. C'est possible, pourquoi pas. Troisième hypothèse, une nouvelle réduction ou un effacement partiel de la dette. Et ça, je n'y crois pas dans le contexte actuel de crise. Alors, il semble que l'on s'achemine dans l'état actuel des choses vers une faillite bancaire et une sortie de la Grèce, avec le terrible risque de créer un phénomène de contagion sur les marchés et de sortie de nouveaux pays européens, de l'Union européenne, qui se trouveraient dans la zone rouge. Ouais, crise économique, peut-être politique aussi qui se profile. Merci beaucoup Franck Khalifa pour ces éclairages. Allez, autre dossier. Certes, leur nombre a sensiblement diminué en un peu plus d'une décennie. Certes, les initiatives internationales donnent des résultats, mais tout de même, 168 millions d'enfants travaillent encore aujourd'hui dans le monde, la moitié environ en Asie-Pacifique. Et en tête de ce bien triste palmarès, eh bien, c'est l'Inde où les castes, les inégalités sont tenaces. Chiffonniers ou mineurs, leurs revenus, aussi maigres soient-ils, sont souvent essentiels pour leur famille. Johanna Citruc. Il serait actuellement 168 millions d'enfants sur la planète contraints de travailler. Un chiffre qui a diminué d'un tiers depuis 2000. C'est le résultat d'une étude de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Un document publié vendredi 12 juin à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Et parmi les pays les plus touchés par ce fléau, il y a l'Inde. Je veux aller à l'école. Souvent, mes mains se blessent quand je ramasse des déchets et il y a aussi les ordures qui sentent très mauvais. Mais je fais cela pour aider mes parents.
Dans le pays, environ 13 millions d'enfants travaillent. 5 millions auraient même moins de 14 ans. La plupart le font pour aider leur famille à survivre, car près d'un Indien sur 3 vit avec moins de 2 $ par jour. Non, je ne peux pas assurer seul les besoins de la maison, sans l'aide de mes 3 filles. Si elles ne travaillent pas, où allons-nous trouver l'argent pour acheter de la nourriture? Ma femme, mes enfants et moi-même, nous travaillons tous ensemble et pourtant nous gagnons à peine 400-500 roupies par jour. C'est environ 7 ou 8 $. Le 13 mai dernier, une loi sur le travail des mineurs a pourtant été amendée. Les moins de 18 ans ne peuvent plus être embauchés dans les secteurs considérés comme dangereux. Problème, ce nouvel amendement laisse la possibilité aux moins de 14 ans d'être employés dans des entreprises familiales. Un texte trop flou qui pourrait ouvrir les portes à de nombreux abus. Un nouveau projet de loi plus strict doit être présenté au Parlement dans les mois à venir. Mais pour beaucoup, la solution réside dans l'éducation. Si le niveau de l'éducation a été amélioré, on peut encore faire bouger les choses. Un des moyens simples pour mettre fin au travail des enfants, c'est en leur donnant une bonne éducation et aussi en faisant comprendre aux enfants comme aux parents à quel point ça compte. Améliorer l'éducation à condition de moderniser le marché du travail et permettre aux jeunes d'y trouver des emplois qualifiés. D'après les dernières données de l'OCDE, en Inde, à peine plus de 30% des moins de 24 ans ont un travail. Éduquer et bâtir aussi un modèle économique apte à accueillir une telle main-d'œuvre qualifiée. On en parle avec Laurence Daziano. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous depuis Paris. Vous êtes économiste, maître de conférence à Sciences Po Paris, membre du conseil scientifique de Fondapol et auteur notamment de cet ouvrage, on va le voir, Les pays émergents, approche géoéconomique, paru l'an dernier chez Armand Collin. Alors d'abord, on sent que l'Inde est à un tournant, beaucoup de projets de réforme avec Narendra Modi. Est-ce que l'éducation est déjà perçue comme un vrai relais de croissance pour le pays ? Alors, c'est vrai qu'il y a un effet Modi sur la transformation de l'Inde depuis un an, depuis qu'il a été élu. Mais c'est un effet que l'on voit plus dans les médias que dans la réalité économique, puisque Narendra Modi n'a pas encore de majorité à la Chambre haute pour faire adopter ces réformes. Donc les réformes qui ont été adoptées le sont encore provisoirement. Et bien sûr, il a compris que l'éducation, et il n'est pas le seul, était un relais de croissance pour son pays. Son pays, c'est 1,2 milliard d'habitants. En 2030, c'est-à-dire dans 15 ans, ce sera 1,5 milliard d'habitants. Ce sera le premier pays par sa population. L'Inde va dépasser la Chine. Et cette population a pratiquement la moitié à moins de 25 ans. Donc c'est une population qu'il va falloir occuper. Néanmoins, on se rend compte que le taux d'alphabétisation en Inde est d'environ 70%, ce qui veut dire que vous avez quand même un Indien sur 3 qui n'a pas été à l'école. Alors c'est un peu moins vrai aujourd'hui, parmi les ados, le taux d'alphabétisation est un petit peu plus élevé, il est de 80%, mais néanmoins, la durée de scolarisation moyenne en Inde reste de 5 ans. Si vous comparez à la Chine, encore une fois, en Chine, c'est de 8 ans. Donc ça Alors en plus, quand on parle de l'Inde, c'est un pays qui est très diversifié, c'est un pays qui est très grand et très divers. Donc à côté des grandes villes, vous avez encore une large population qui vit à la campagne. Et ça se reflète dans le système éducatif, puisque vous avez quelques grandes écoles, des programmes d'élite qui forment les ingénieurs et que l'on connaît, l'Indian Institute of Technology ou l'Indian Institute of Management. Mais la majorité des écoles sont des écoles rurales et avec très peu de moyens. Et l'école n'est obligatoire en Inde pour les enfants de 6 à 14 ans que depuis 2009. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une loi sur l'éducation. Et encore, cette école obligatoire, c'est de 8h à 13h. Et donc, l'après-midi, les enfants la passent avec les parents pour aider. Donc, vous avez évoqué dans votre reportage les petites entreprises familiales. Mais la majorité de la population étant rurale, l'après-midi, il faut aller aider les parents au champ. Merci beaucoup, Laurence Daziano, pour ces éclairages. On va passer tout de suite au Media Watch. La revue de presse et on revient sur les grands titres du week-end avec Johanna Citruc. Bonjour Johanna. Bonjour David. Alors un article d'abord du Financial Times qui se permet de donner quelques conseils à Paris pour son bien, pour qu'elle devienne une ville parfaite. Oui, comment Paris peut atteindre la perfection, c'est le titre de cet article. Et s'il est plutôt flatteur, le contenu l'est un peu moins puisque l'auteur du papier, Simon Cupper, explique que pour atteindre son but, la capitale doit travailler sur 4 gros défauts. Premièrement, il faut mettre fin à la ségrégation engendrée par le boulevard périphérique. Il va jusqu'à comparer le fossé entre Paris intramuros et sa banlieue
avec l'Afrique du Sud pendant l'apartheid. Ensuite, il faut que Paris devienne une ville moins française, donc elle s'ouvre davantage aux étrangers. Troisième conseil, il faut que les habitants de la capitale soient plus polis, et notamment les chauffeurs de taxi qui sont réputés pour leur grossièreté. Et puis, dernièrement, il faut introduire des règles de circulation et surtout mettre en place des sanctions pour ceux qui ne les respectent pas. Mais Simon Kuper est optimiste puisqu'il termine quand même son article en disant qu'un jour, tous ces problèmes seront réglés et que Paris atteindra la perfection. Il y a du boulot quand même. Autre actu, Johanna, du week-end, c'est le prélèvement des impôts à la source, on reste en France, qui sera appliqué en 2018. Oui, c'est ce qu'a annoncé le président François Hollande dans un entretien au journal Sud-Ouest. Il explique que la réforme sera engagée en 2016 afin d'être entièrement opérationnelle à partir de 2018. L'objectif est de minimiser encore plus la sollicitation des contribuables sans toutefois compliquer la vie des entreprises. Alors, autre avantage, les prélèvements à la source se feront en fonction des revenus de l'année en cours et non pas de l'année précédente comme c'est le cas actuellement. Ouais, bonjour la calculette aussi. Merci beaucoup Johanna et à demain. À et demain. C'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News avec en vedette le salon du Bourget. Et l'info continue. Restez avec nous.